J'ai terminé la 5e partie en affirmant qu'en 2008, Gerald T. McCarthy de la CBC et du WWIC a participé au sein du CFR à un programme de 5 ans intitulé Institutions internationales et gouvernance globale, ordre mondial au 21e siècle. Ce programme répond à ces 4 défis que je répète. 1. Contrer les menaces transnationales parmi lesquelles le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et de maladies infectieuses. 2. Protéger l'environnement et promouvoir la sécurité énergétique. 3. Gérer l'économie mondiale. 4. Prévenir et répondre à des conflits violents. Il est malheureux de découvrir que ce programme repose sur les contradictions du capitalisme sauvage. Ainsi, avec le 2e point, protéger l'environnement et promouvoir la sécurité énergétique, il y a cette tendance dite verte qui consiste à conjuguer la protection de l'environnement avec la sécurité énergétique, alors que la réalité nous démontre que l'exploitation des ressources énergétiques se fait au détriment de l'environnement. Mais encore, ce point répond aux inconséquences du réseau par ce refus de nous informer de cette contradiction. En fait, compte que cette contradiction, elle s'opère par le soutien de politiciens qui sont parfois des honorés du WWIC. Les honorés, John Charest est à la tête d'une politique confuse et incertaine que nous retrouvons dans le cadre du plan Nord et de l'exploitation gazière plus au sud. C'est tellement aberrant que des citoyens se questionnent sur la capacité de l'État Charest à gérer les ressources du Québec dans l'intérêt des Québécois, ceux qui sont les propriétaires. Mais encore, que dire de son cousin Germain? Son cousin Germain, je parle ici de Stephen Harper, qui vient de la même branche, en fin de compte, du même arbre, du gouvernement conservateur canadien. Bon, l'actuel premier ministre Stephen Harper a reçu les mêmes honneurs du WWIC en 2006. Par la suite, il est devenu le personnage le plus hostile à la protection de l'environnement, et cela, un des personnages les plus hostiles à travers le globe. Mais encore, sous son règne, le gouvernement canadien tend à reproduire les mêmes politiques intérieures que les républicains américains, au risque de définir de plus en plus l'ennemi comme une menace intérieure, afin que la prévention de la violence du 4e point ne soit plus exclusivement liée à des attaques contre des pays ennemis, mais contre ses propres citoyens. De cette tendance, seul l'avenir nous dira comment on espère agir pour le 4e point, prévenir et répondre à des conflits violents. Ça, c'est un point, ce 4e point, il est plutôt obscur parce que quand on parle de répondre à des conflits violents, c'est comme si ces conflits violents s'exerçaient au niveau national, donc au sein de la nation, exemple au sein du Canada. Puis si on pense qu'il peut y avoir des conflits violents, c'est qu'on doit savoir, c'est quoi, soit que les Valium ne fonctionnent plus, que la télévision est en arrêt, ou encore qu'il y a des circonstances à ça. Exemple comme une crise économique sans précédent, une crise alimentaire, donc il n'y a plus d'alimentation, suffisamment d'alimentation pour tous les citoyens, qui fait que les gens vont devenir violents. Puis c'est ça qui est assez intéressant, c'est parce que ces gens-là parlent de nouvel ordre économique mondial, puis en même temps, on pense qu'il pourrait y avoir de la violence, qu'il faudrait se préparer à la combattre. Nous arrivons au 3e point, gérer l'économie mondiale. Je pose cette question. Le CFR veut-il contrôler ou gérer l'économie mondiale dans l'espoir de créer une société mondiale à 2 vitesses, comme l'affirmait Daniel Estulin à propos du Bilderberg? Bon, précédemment, j'ai parlé de réseau. Bon, on peut imaginer le réseau international que nous voulons pour mettre en action les étapes qui vont permettre de gérer l'économie mondiale, comme le souhaite le CFR. Ça doit se faire à la condition d'accepter que les montants d'argent disponibles soient proportionnels aux ambitions. Dans ce merveilleux monde, nous savons que l'argent soude des liens entre camarades du WWIC pour qu'ils puissent
conquérir de nouveaux territoires, influencer de nouveaux cerveaux et préserver ce qu'ils possèdent déjà. Dans ce monde, l'argent circule aussi sur le dos de la privatisation et de partenariats public-privé, PPP. Le président Woodrow Wilson, l'inspiration de la création du WWIC et WWICS, connaît la recette. Il a créé un PPP qui suit depuis l'économie américaine à la trace, j'oserais dire. Je parle ici de la Réserve fédérale fondée ou créée le 23 décembre 1913, qui lui a permis de transférer des pouvoirs de l'État à une entreprise privée. Bon, cet effritement des pouvoirs de l'État privilégie assurément la spéculation encore des spéculateurs, des gens qui spéculent sur les biens, puis ont des spéculations qui font grimper le coût de la vie, parce que quand on spécule, c'est parce qu'on généralement, c'est là que le coût de la vie grimpe. Ce qui change avec le temps est cette tendance à opérer à travers une économie du secret, afin que les spéculateurs puissent tirer le maximum de gains dans les années à venir. Cette politique du secret touche aussi de plus en plus l'État. Les négociations autour du fameux plan Nord reposent sur des secrets. On connaît rien, c'est ésotérique, c'est comme l'improvisation. Mais la seule chose qu'on s'aperçoit, c'est que des amis du réseau reçoivent des contrats, puis que c'est déjà décidé depuis 4 ans, depuis au moins 2006, plus que ça, donc 6 ans, et que ça s'est fait dans le secret. Puis de coup, on s'aperçoit que les pions sont déjà là, que ça commence, puis que tout le réseau est en place. Puis il y a aussi un secret quand on parle du salaire annuel de 75 000 $ qui a été versé à John Charest durant de nombreuses années, et aussi la négociation de l'AECG, de l'accord qui va lier le Canada et l'Europe. Bon, le message est clair, quand on parle de secret, il faut éviter de connaître les conséquences que cette spéculation aura sur notre porte-monnaie. En fin de compte, il faut éviter de découvrir que la vérité est souvent le contraire de ce qui est véhiculé par le gouvernement, les multinationales et certains médias. La spéculation sur la santé, l'énergie, l'électricité et la vente d'eau potable, pour ne nommer que ces exemples, semble enrichir les amis de John, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une enquête qui le prétend, ça semble le cas, mais on sait que ça pourrait être le cas aussi, en provoquant un appauvrissement des citoyens et en multipliant plutôt les incidents fâcheux, comme l'effondrement d'une poutre en 2011 sur une autoroute de Montréal, ou encore la fuite de capitaux par le don de contrats en PPP à des entreprises étrangères comme Macquarie, ceux qui ont fait le pont de l'autoroute 25. De cette politique du secret naît aussi cette impression que le gouvernement de John Charest, l'honoré du WWIC, je le répète, travaille dans le pur esprit du Bilderberg, selon Daniel Estulin, que je formule dans mes propres mots, privilégier et subventionner des clans puissants qui pourront utiliser les Québécois pour les servir. En fin de compte, on parle ici de 2 genres de personnes, ceux qui ont des privilèges, puis ceux qui travaillent pour ces gens qui ont des privilèges. Bon, on revient toujours au Bilderberger. En 1954, l'argent du Bilderberg que le Bilderberg possède serait passé de 250 000 $ environ à 2,5 millions grâce aux dons de mystérieux investisseurs qui géraient des abris fiscaux. 2,5 millions, c'est pas rien quand on parle de cette époque, puis c'est qu'on s'aperçoit que la multiplication de l'argent multiplié par 10, c'est parce que si les gens, des investisseurs vont placer des biens dans le Bilderberg, c'est qu'ils croyaient que le Bilderberg allait retourner ses biens à leur entreprise ou encore à leur personne, à leur groupe, peu importe qui les représentait. En fin de compte, ça m'amène à parler de fonds d'investissement privés. Il est ici question de placements que le citoyen ne peut bénéficier. Donc, c'est des gens, des groupes qui placent de l'argent, qui placent des biens, mais que les citoyens normaux ne peuvent pas bénéficier, un peu comme l'est une caisse de retraite
d'entreprises ou d'institutions. En fin de compte, c'est un peu tout ce qu'on retrouve, sauf la Caisse de dépôt du Québec. Puis peut-être aussi les fonds de la FTQ. Pendant que le Québec carbure au scandale, caisse de retraite trop garnie appartenant à des travailleuses et travailleurs, nous oublions de préciser qu'il y a des centaines de groupes puissants et ambitieux qui détournent les fonds publics vers le privé pour les utiliser à des fins de propagande, de spéculation ou pour se débarrasser des obstacles à leurs gains, comme entre autres le mouvement syndical, les travailleurs fatigants, les étudiants qui manifestent, peu importe, tout ce qui va nuire à leurs gains, c'est eux, c'est dans la cible, puis ça tire. Puis des fois, ça tire allègrement avec l'aide de médias de convergence. La CIA est un exemple. Elle est financée par les contribuables, donc par les impôts des Américains, pour réaliser des œuvres qui ne servent pas nécessairement à ces derniers. Puis à cette fin, elle profite aussi de fonds d'investissement qu'elle gère ou encore qu'elle utilise, tels ceux de QS Communication International, d'InQtel, de Bain Capital, de partenaires de Bombardier Produits Récréatifs et l'ex-actionnaire majoritaire de Dollarama, et enfin du groupe Carlyle. Bon, ici, je vais simplement m'attarder au groupe Carlyle. Bon, dans ce fonds d'investissement, nous retrouvons à un moment ou un autre de son existence ces grands Canadiens et fédéralistes, je dois le mentionner, Brian Mulroney, un membre de la commission trilatérale, et Laurent Baudouin, celui qui préside le conseil d'administration de Bombardier Produits Récréatifs. Rapidement, depuis 2008, le groupe Carlyle a pour co-directeur de ses services financiers nul autre que Pierre-Olivier Sarkozy, le demi-frère du président français Nicolas Sarkozy, celui qui a remis une médaille à John Charest. Nous retrouvons aussi au sein du conseil d'administration de Carlyle Paul Desmarais de Power Corporation. L'argent sert assurément l'argent et des poignées de main s'échangent entre des politiciens, des investisseurs et des spéculateurs pour qu'ils puissent opérer le plus facilement possible dans le secret et pour que l'État puisse aussi voter des lois qui vont privilégier ces derniers sans que la population ne soit nécessairement mise au courant des conséquences. Donc, Carlyle fut derrière le projet du port Méthanier-Rabaska de John Charest mis sur la glace depuis avec la participation de Enbridge, un des donateurs au WWIC, qui profite des fonds de la Caisse de dépôt des Québécois, de Gaz Métro et Gaz de France Suez, qui possédait en 2011 17% des actions de Gaz Métro et qui a pour principaux actionnaires Albert Frère et les Desmarais. En fin de compte, des amis de Nicolas Sarkozy. Enfin, Carlyle partage des avoirs avec le Blackstone Group, cette firme d'investissement créée en 1985 qui aurait, selon certains, sa chaise entre les services secrets états-uniens et la famille Rockefeller, finance la firme torontoise Transmission Developer qui enfouira 540 km de câbles entre la prairie et la ville de New York avec la bénédiction du conseil d'administration de Hydro-Québec de Thierry Vandal qui fut donné en juillet 2010. Pour avoir la suite, je vous invite à regarder la 7e vidéo. Merci. Bienvenue en banlieue rouge! Une fumée noire dans le ciel. Un prisonnier manque à l'appel. Comme un hurlement dans la nuit. Une sirène